Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Le régénératif, une voie concrète face aux crises entre promesses et résistance, que je propose de vous présenter avec mes invités, que je remercie chaleureusement, donc Stéphane Renard et Jean-Marc Bouillon, que je laisse se présenter chacun leur tour, si vous voulez bien. Vas-y Jean-Marc. Donc bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis vraiment concentré sur la mise en œuvre de l'économie régénérative dans un cadre d'industrie, et à la croisée de l'industrie et de la finance responsable. J'ai pratiqué l'apprentissage tout au long de la vie. J'ai eu la chance d'avoir une bonne formation de base, donc et j'ai pu devenir ingénieur. Et je suis devenu, en fait, au fil de mes formations, j'ai pu me former à l'apprentissage et donc à la science du management en termes de pratique de recherche scientifique. Et donc aujourd'hui, je suis docteur en marketing de la sobriété. Voilà, en sciences du management. Je passe la parole à Stéphane. Merci Jean-Marc. Donc moi je suis ingénieur de formation, je suis aussi docteur en biologie et depuis quelques années j'accompagne les entreprises dans leur transformation. Alors selon le degré de maturité, ça peut être la réduction des impacts environnementaux évidemment, mais idéalement jusqu'au régénératif. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je suis également bénévole dans l'association GenAct qui justement vise à promouvoir le régénératif. Nathalie. Oui, merci. Il y avait les diapos, on aurait pu passer aussi. Je vais passer les diapos. Bonjour, merci. Je suis Nathalie Gojewska, fondatrice de Être Vivant. Je suis chercheuse en bioévolution. La bioévolution est un concept personnel par lequel j'explore les liens entre sociétés humaines et les écosystèmes, ainsi que les voies et moyens favorisant un changement de paradigme menant à une transition régénérative. Donc, mon travail vise ainsi à rendre le régénératif et par là même le respect des lois du vivant concret, intelligible et praticable. Sur ce, Stéphane va vous présenter un petit peu ce dont il va parler, ensuite Jean-Marc et moi ensuite. Très bien. Pour commencer, je crois qu'il faut parler de la crise que nous traversons. Nous traversons dans notre société, ou même au niveau du monde entier, une crise multiple que certains n'hésitent pas à qualifier de permacrise. Pour certains, le cœur de la crise, ce sont les inégalités, la justice sociale, la solidarité internationale. Mais cette crise, c'est aussi un désastre écologique et planétaire qui s'annonce. Pour d'autres, c'est l'effort d'entreprendre qui est entravé. Pour d'autres, cette crise questionne notre capacité à prendre soin des plus démunis. Mais en fait, cette crise, c'est aussi la résultante, pour moi, d'une civilisation qui a depuis trop longtemps privilégié l'avoir à l'être. Devons-nous redistribuer cet avoir dans un souci de justice? Devons-nous le protéger dans un souci de performance? Devons-nous défendre la liberté pour ceux qui en ont les moyens de créer plus d'avoir pour eux-mêmes? Personne ne semble envisager au niveau global que cette crise de l'avoir, c'est surtout une crise de l'être et que nous avons terriblement besoin de changer de paradigme, de penser la relation plutôt que la possession et de penser la relation au sein de tous les écosystèmes humains comme naturels. Alors c'est ça la question de l'économie régénérative, c'est comment, dans une société qui s'est égarée à de nombreux plans, comment penser le régénératif. Je vous passe la parole, Nathalie et Jean-Marc, pour poser la question d'introduction aussi. Oui, donc effectivement, sur comment penser le régénératif, Stéphane, la proposition en fait que je fais pour l'illustrer, c'est qu'en fait, on peut le penser dans la pratique. Et donc, en fait, on peut d'ores et déjà le pratiquer. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a un document de référence aujourd'hui en France au niveau de l'AFNOR qui s'appelle la SPEC 2315, qui a été publié en octobre 2024. Et cette spécification présente vraiment ce qu'est l'économie régénérative.
ce qui est vraiment extrêmement important. Et dans l'introduction de cette spécification, la FNOR souligne, pose la question de savoir est-ce que c'est ou pas une utopie. Voilà. En fait, la proposition que je fais en tant qu'industriel, c'est sans chercher à répondre à la question, mais c'est de pratiquer l'économie régénérative. Et c'est ce que je propose de partager avec vous dans notre conversation aujourd'hui. Merci. Merci. Alors moi, ce dont j'aimerais bien parler, c'est le fait que, bien sûr, la pratique, mais pour pouvoir mener à la pratique, il faut aussi avoir l'état d'esprit qui va avec cette pratique. Et cet état d'esprit, il vient avec le fait de comprendre que tout est lié. Et donc, c'est donc par ce genre, cette compréhension du lien qui nous unit à tout, elle s'exprime à travers notamment le principe One Health dont je parlerai tout à l'heure. Et ce principe One Health peut être aussi illustré par un travail qui a été réalisé par un économiste français, Laurent Éloi, qui a mis en place une boucle sociale et écologique pour montrer comment, dans une boucle infinie, en fait, tout élément est connecté l'un à l'autre et tout changement qui interviendra sur un élément pourra, par ricochet, intervenir sur l'ensemble des autres. Voilà. Stéphane, si tu veux développer. Oui, bah c'est évidemment un concept essentiel. Alors, ce qu'il faut qu'on dise pour commencer, c'est, puisqu'on parle de régénératif et de régénératif dans l'économie, hein, pourquoi et comment parler de régénératif? La première chose, c'est que nous avons vu que dans ce monde qui est divisé, ça n'est pas évident de convaincre sur les valeurs. Il y a maintenant, dans un monde, dans une société de la défiance et dans un monde divisé, une difficulté à s'entendre sur des valeurs communes. Alors on a besoin de trouver un langage pour emmener le monde économique dans ce changement vers le régénératif. Et ce langage, c'est en partie le langage de l'économie. Donc pour parler de langage de l'économie, il faut qu'on parle de valeur ajoutée. Et donc se poser la question, quelle va être la valeur ajoutée pour l'économie de faire du régénératif? Alors on a de nombreux domaines dans lesquels on peut régénérer. C'est une évidence qu'il faut penser à régénérer l'environnement, hein, à travers des problématiques de pollution, de fertilité des sols, de climat, etc., de très nombreuses de biodiversité, de nombreuses problématiques que vous connaissez. Donc il y a un travail de régénération à faire au niveau de l'environnement, mais il faut aussi penser la régénération au niveau de l'humain. L'humain qui demande plus de dignité, de respect, d'intégrité. L'humain est l'enjeu central de cette crise. Et donc, pour repenser en régénératif les capacités des entreprises, il faut aussi penser à cette capacité de régénérer l'humain. On pense par exemple à cette explosion de burn-out qu'on connaît dans les grandes entreprises. Ben là, on part dans la direction complètement opposée. Donc, régénérer l'humain est important. Régénérer la relation, ben Nathalie l'a évoqué, hein, on a plusieurs relations à régénérer envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde et aussi envers cette transcendance, tout ce qui nous dépasse, avant que nos blessures justement de relations ne prennent le pas sur notre raison, ce qu'on voit dans la société. Régénérer la recherche de la vérité, on voit que dans notre société, on évolue vers un monde de post-vérité. La science, le journalisme, la justice, la politique sont mis en cause, alors que justement, ils sont les acteurs de la recherche de la vérité. Et puis régénérer la société pour retrouver la confiance entre nous tous et envers le pacte social. Cette nécessité nous habite, mais voilà, comment convaincre que le régénératif est la solution aux crises que nous traversons? Jean-Marc. Merci Stéphane. Donc, en fait, il y a une première proposition, il y a des nouveaux mots qui apparaissent dans nos quotidiens. Donc, je vais en citer deux. Je vais citer le mot perma-entreprise. Il y a un certain nombre d'entreprises en France qui, aujourd'hui,
se développe en tant que perma-entreprise. C'est un référentiel de responsabilité qui a été proposé par Sylvain Brezard et qui est aujourd'hui est vraiment structuré et qui permet véritablement d'avoir des repères pour pouvoir progresser en responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise et en tant que dirigeant et avec son entreprise. Un autre mot qui est très intéressant, c'est perma-industrie. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se considèrent pieds et poings liés par rapport à des grands donneurs d'ordre. Et on ne change pas les grands donneurs d'ordre comme ça prend beaucoup de temps. Donc, avoir un grand donneur d'ordre qui prenne une nouvelle forme d'engagement et de pratique régénérative, ça prend beaucoup de temps. Et donc, en fait, pour toutes ces entreprises qui ne peuvent pas directement se transformer en perma-entreprise, le fait de poser sur la table la proposition de la perma-industrie permet, comme le propose Stéphane, de véritablement continuer à créer et produire, ce qui est au cœur de nos activités professionnelles, hein, que ça soit matériel ou service. Hein, donc, et donc de créer et de produire d'un point de vue industriel, tout en prenant soin des hommes et en prenant soin de la nature. Voilà. Donc, et ça, dans la pratique, si on se représente, en fait, on parle beaucoup d'économie circulaire et d'économie circulaire en soutenabilité forte. Donc, ce qui veut dire, en fait, que il y a une vraie valeur qui est considérée pour tout un ensemble de services écosystémiques qui aujourd'hui sont considérés par certains comme n'ayant aucune valeur. Et puis, il y a aussi un autre point clé dans la non-substituabilité, dans l'économie circulaire en soutenabilité forte, c'est que, en fait, les capitaux ne sont pas substituables. Donc ça, c'est concrètement, on le voit aujourd'hui au niveau économique de manière très simple. Quand on regarde, par exemple, l'évolution du prix des matières premières et de certaines matières premières, y compris les métaux précieux, par rapport à l'évolution d'autres produits et services. Et on voit qu'il y a des rééquilibrages qui se font, hein, qu'on comprend plus ou moins, mais qui traduisent en fait cette réalité du changement économique. L'économie régénérative est en train de se développer de manière très concrète et très pratique. Et elle se situe, de mon point de vue, à la croisée de l'industrie et de la finance responsable. Voilà. Et donc, les temps actuels nourrissent l'opportunité de réaffirmer sa responsabilité, ses responsabilités. Voilà. Et donc là, je passe la parole à Nathalie. Oui, merci beaucoup Jean-Marc. Contrairement à ce qu'il peut penser, l'humain n'est pas déconnecté du vivant, il est fondamentalement un vivant parmi les vivants. Pour les entreprises, cela, je pense, vise à mettre en évidence en fait les écosystèmes de l'unité, c'est-à-dire de l'individu humain, comme disait Stéphane, jusqu'à l'écosystème entreprise et voir l'écosystème aussi de leur de leur chaîne de valeur et des environnements autour d'eux. Et c'est le genre de pensée, de concept que, par exemple, qu'exprime très bien le principe One Health, le principe One Health qui est, comme je pense que vous le savez, est le principe une seule santé, qui vise à démontrer les liens entre toutes les santé humaines, animales, les écosystèmes, sociétales. Une société qui va mal, c'est une société où les gens vont mal. Une société où les environnements vont mal, c'est des sociétés où où tout est lié. Selon ce principe, il convient donc d'agir ensemble, prévenir les risques sanitaires, protéger la biodiversité et faire face aux crises environnementales dans un tout, en fait. Il n'y a pas vraiment, en fait, je pense, de priorisation. Toutes les démarches sont importantes et s'entrecroisent et ont des conséquences les unes sur les autres. Et pour cela, on a la fameuse boucle sociale écologique qui l'exprime à travers un schéma de boucle infinie. Ce schéma montre ainsi comment convergent les écosystèmes, les systèmes sociaux et naturels
De la santé à de la robustesse et de l'équilibre, de l'un dépend la santé, la robustesse et l'équilibre de l'autre et vice-versa. Ce schéma permet également de mettre en lumière le caractère de cercle vicieux des dérives actuelles, mais aussi et surtout comment en apportant une amélioration à un point donné, tout le système finit par en profiter par effet ricochet et se transformer en cercle vertueux. Donc tout n'est pas figé, tout n'est pas perdu. On a encore les moyens de pouvoir agir. Et donc ces actions, elles passent enfin, selon ce que j'essaye de développer, par un changement de paradigme déjà et ce changement de paradigme, il peut être appréhendé par le fait d'apprendre à réinventer nos réussites, les positionnements de nos structures en y incluant pardon, le respect du vivant et de ses lois. Et pour pouvoir respecter ces lois, il faut aussi apprendre à les connaître. Construire, intégrer une nouvelle sémantique qui, comme Jean-Marc le disait tout à l'heure, à travers les mots perma-entreprise, perma-industrie, etc., notamment, permet de valoriser la prise en compte du vivant et non son exploitation, sa destruction. On a beaucoup de vocabulaire actuellement qui est dans la domination, en fait, vis-à-vis du vivant. On peut également déployer de nouveaux indicateurs de performance, des indicateurs de performance qui vont mettre en évidence les effets sur le régénératif, des effets régénératifs à tous les niveaux, en fait. Et enfin, faire le point. Cela peut aussi commencer par faire un point sur l'ensemble de ces activités et de leurs impacts sur le vivant, du plus élémentaire, donc à de l'unité, au plus global, et à partir de là, identifier le premier petit pas qui aura un impact par ricochet. Voilà, merci. Si vous Alors voulez... c'est intéressant, Nathalie. Je pense que pour mettre en place tout ça, on a besoin de convaincre les acteurs économiques. Oui, Pour voilà. convaincre les acteurs économiques, on a besoin de les convaincre qu'investir dans l'économie régénérative, avec les approches qu'ont évoquées Jean-Marc, qu'a évoqué Nathalie, que j'ai évoquées, convaincre les acteurs économiques qu'il y a un retour sur investissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre, et ça a déjà été expérimenté par des acteurs économiques, d'un investissement dans l'économie régénérative? Qu'est-ce que ça apporte de régénérer l'humain, de prendre soin de l'humain? On se retrouve avec des collaborateurs qui ont plus de liberté, plus d'engagement, donc qui sont plus performants, pas parce qu'on les fouette, mais parce qu'ils se sentent plus impliqués. On garde le personnel au lieu d'avoir de turnover, on donne du sens, on retrouve davantage d'efficacité opérationnelle, de l'autonomie, de la souveraineté, et on a une réduction de l'absentéisme. Ça, c'est les retours sur investissement dans l'humain. Et c'est déjà pas négligeable. Sur l'environnement, on sécurise la production de ressources naturelles, on préserve notre propre habitat, on rééquilibre nos besoins, on est aussi sur des problématiques de santé mentale, et vous voyez combien elles frappent notre société. Et puis, on a aussi, surtout, un recentrage de nos activités économiques sur le service du bien commun qui profite à tous. Qu'est-ce que ça apporte de régénérer le lien social? On va préserver et valoriser nos ressources humaines sur le territoire, entretenir nos écosystèmes, aussi bien urbains que périphériques et ruraux, créer des écosystèmes où chacun va trouver sa place, du plus productif au plus démuni. On va retrouver du sens et là encore, on va résoudre des problématiques de santé mentale. Et enfin, il faut aussi qu'on régénère le politique. Il faut qu'on retrouve le sens du bien commun, et ça, c'est le monde économique qui peut en montrer la voie. Il faut qu'on retrouve le sens de l'alliance, de l'écoute, de l'empathie, qu'on arrive à sortir de l'idéologie, de la polarisation, qu'on repense la démocratie partagée, et ça on peut en donner l'exemple avec l'économie de l'alliance, et qu'on donne un sens à l'histoire de chacun.
Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? Je trouve que c'est un programme extrêmement inspirant parce que c'est un vrai programme, hein. On parle dans les entreprises de roadmap ou de feuille de route et en t'écoutant, on entend vraiment cette dimension structurée et ancrée dans l'action et qui fait sens pour chacun d'entre nous au quotidien. Ce que je me permettrais d'ajouter justement, c'est que aujourd'hui, en fait, alors dans les entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont très attentives à revaloriser la matière, hein, et donc les matériaux, que ça intervient à tous les stades en fait de la vie industrielle, que ce soit en éco-conception, que ce soit dans les phases de recherche et développement, dans les phases d'industrialisation et dans les phases de production. Donc aujourd'hui, le déchet devient de plus en plus une véritable ressource valorisée et un nombre grandissant d'entreprises en ont conscience. Que prendre aussi soin, alors dans l'industrie, hein, on parle des hommes et tu en parles très très bien, hein, Stéphane, et en fait, il n'y a pas d'industrie et d'activité socio-technique sans finance. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, on observe l'apparition de nouvelles monnaies. Et on est tous quelque part plus ou moins concernés par ces nouvelles monnaies, que ce soit en termes de consommation ou en termes de production. Et sans rentrer dans le détail, hein, aujourd'hui, hein, c'est pas exactement le propos, mais je soulignerai le fait qu'il y a des monnaies dirigées et qu'aujourd'hui, on utilise et on choisit ces monnaies en fonction de ce dont on a vraiment besoin et donc et en fonction, tu l'as dit tout à l'heure Stéphane, de ses valeurs. Donc il y a vraiment tout un développement financier et industriel qui est en train de se faire pour pouvoir développer des industries responsables et des industries beaucoup plus durables qu'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est sous l'angle vraiment industrie, production et consommation responsable. Quand on parle de la consommation, d'un côté, on parle des consommateurs, et derrière chaque consommateur se cache un être humain. Et donc, en fait, en termes de consommation responsable, on a des activités régénératives qui arrivent aujourd'hui et qui sont différentes. Donc, dans la consommation, comment accompagner les transformations nécessaires de notre consommation. Et donc là, je vous invite à suivre, en fait, à la suite de ce webinaire, on est en train de mener différentes expériences, comme par exemple, remettre en lumière l'utilisation des fontaines, hein, qui a un très grand intérêt social, aussi pour la nature, hein, en termes d'écologie métropolitaine. Et donc, on va proposer, en fait, avec Haute-Paris, justement, de remettre en valeur et de récompenser le fait de remplir sa gourde à la fontaine. Voilà. Et ça, c'est en termes de gestes de consommation, on s'inscrit dans un concept de fidélité, de programme de fidélité sobre. Voilà, donc c'est un exemple. Après, il y a d'autres exemples aussi régénératifs. Par exemple, fin mai, en France, on va organiser au niveau d'un collectif associatif un mégoton, hein, sur toute la France. Donc c'est aussi un exemple, ça fait plusieurs années que ça se développe et on continue à le développer. C'est vraiment des occasions de le vivre, hein, et de le vivre au quotidien et de rendre le régénératif praticable. Voilà. Donc, un dernier exemple avant de passer la parole à Nathalie qui va pouvoir le développer dans toute sa dimension humaine qui nous concerne tous, c'est qu'en fait, un matériau très particulier, qui est le matériau plastique, en fait, et en ce moment, on le voit en France, hein, il y a différentes communications qui prêtent à réfléchir, hein, et en fait, pour pouvoir progresser ensemble, c'est un fil rouge pour pouvoir exprimer sa responsabilité. Et c'est là qu'on a ce qu'on appelle le plastique responsable. Voilà, donc sachant qu'il faut absolument progresser individuellement et collectivement pour de meilleurs usages et inverser la tendance en termes de plastification du vivant et des écosystèmes. Voilà. Nathalie, comment peux-tu le prolonger Comment le prolonger dans la boucle, dans la boucle que tu proposes? par rapport à la boucle? Oui. Justement, c'est à partir du moment où on peut très bien imaginer, je suppose, prendre cet exemple du plastique et de voir tout son cycle de vie, en fait, à l'intérieur de la boucle sociale écologique. Quelle est
comment dire, la l'utilité que les gens en font, comment ils les gèrent, etc., d'où il vient, quel est son impact. Et à partir de ce moment-là où on a fait un point sur on essaye de mettre en place, par exemple, la réutilisation, l'utilisation responsable ou le recyclage, un autre cycle de vie, par exemple, sur ce plastique. Et on voit on essaye d'imaginer comment, en fait, quels vont être par ricochet les impacts sur les autres points qui constituent la boucle. Et on verra, en fait, je pense en fait que l'on a la capacité, même avec ce problème que constitue cet énorme problème que constitue le plastique, que l'on pourra éventuellement en faire par là même aussi un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux que l'on a actuellement et qui empoisonne en fait tout en fait là cela passe aussi énormément par la réduction de l'usage en fait. Il y a un point qui doit être impérativement sur la réduction de l'usage. Je partage complètement. Voilà, on est vraiment au diapason. Voilà, alors peut-être qu'on peut dire quelques mots de conclusion pour laisser après la place à la discussion. Oui. Moi, en conclusion, je dirais que ce qu'on a mis en avant dans nos échanges là, c'est la mise en place d'une économie circulaire et en particulier d'une économie de la fonctionnalité. Mais également d'autres principes de l'économie circulaire comme l'allongement de la durée d'usage et le réemploi. Et en fait, la mise en place de tous ces principes, la plupart des organisations, des entreprises, des établissements ne peuvent pas le faire seuls. Donc on a besoin de rentrer dans une économie de la coopération, une économie de l'alliance. Si je veux faire du réemploi dans mon entreprise, eh bien j'ai besoin de partenaires pour faire du réemploi. Pour le recyclage, on a besoin des filières REP qui sont en train de se structurer et de se mettre en place. Et pour l'économie de la fonctionnalité, ça vise à remplacer la possession par l'usage et donc à mettre en place des partenariats, des alliances plus long terme entre les fournisseurs et les clients. Tout cela tient d'un nouveau principe de société qui, au lieu de mettre en avant la compétition et la destruction par la compétition, met en avant la coopération et la symbiose entre les différents éléments de l'économie. Voilà, ça sera pour ma part la conclusion. Jean-Marc. Merci Stéphane. J'y adhère complètement. Et en fait, aujourd'hui, dans la pratique, puisqu'on a aussi parlé beaucoup de pratique ensemble, je mettrai l'accent sur l'opportunité du digital responsable et en fait de bien positionner le digital qui accompagne quelque part l'accélération vers cette symbiose. Voilà. Mais qui est vraiment au service de la symbiose à laquelle voilà. Donc là, il y a de vraies opportunités, il y a de vrais risques. Le vivant nous apprend que on vit avec des risques et quelque part, les stratégies robustes sont des stratégies extrêmement importantes pour pouvoir ancrer dans le temps ces nouveaux modes de vie et de production. Merci Stéphane pour l'inspiration et la perspective. Nathalie. Oui, moi je vais conclure juste en disant que dans tout cela, il y a aussi un besoin évident de comprendre et de connaître et de comprendre le fonctionnement et les lois du vivant, mais les interlocuteurs que l'on a en face de nous ne peuvent pas forcément se permettre en fait de développer ce type de connaissances, et ils ont aussi besoin de personnes en face d'eux qui étudient ce type de thématique. Et comme par exemple ces personnes qui étudient ce type de thématique, elles n'ont pas forcément aussi
les connaissances en matière d'entreprise, etc. Et ça pourrait permettre en fait de se positionner en tant que partenaire en fait et d'échanger en fait, d'avoir voilà comme tu disais Stéphane, la coopération, d'une forme de coopération. Moi, je vous apporte mes connaissances en matière de fonctionnement du vivant et vous, vous apportez vos connaissances en matière de fonctionnement de votre structure, de votre et, et voir ce que l'on peut faire avec pour améliorer les choses, pour pour aller vers du régénératif. Et comme Stéphane et Jean-Marc disaient, pour pouvoir également parler le langage, apprendre aussi à parler un langage commun, construire un langage commun qui part du langage de l'entreprise et qui part de ses besoins. Élément parce que pour moi, effectivement, le concept d'avoir une entreprise à visée régénérative, c'est la seule voie pour re-questionner demain la manière dont on cherche à produire de la valeur et définir quel type de valeur, c'est essentiel. Par contre, ce qui me manque et ce qui nous manque à tous un petit peu, je pense aussi, et ça a été un petit peu abordé, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner les entreprises dans leur prise de conscience de du changement de valeur. Quel discours on leur tient parce qu'elles sont agrippées aujourd'hui à leurs résultats financiers et même si elles sont conscientes, parce que c'est du bon sens, de toutes les conséquences auxquelles il va falloir s'atteler, on est dans un mode procrastination, terrible et j'aurais aimé avoir, voilà, plus d'exemples de telle entreprise a décidé de changer ça, ça a donné ça comme impact. Parce que je pense qu'elles ont besoin de preuves pour pouvoir y aller. Bien sûr, oui, oui. Alors, déjà, il y a quelque chose. Bon, c'est une question vraiment importante, hein. Il y a, il y a une question de maturité de l'entreprise, hein. On voit que dans des entreprises qui ne sont pas encore prêtes, l'étape de sensibilisation est particulièrement importante. C'est pour ça que j'ai parlé, par exemple, de retour sur investissement. Et ça nécessite de prendre du temps, d'avoir du temps de dialogue avec les acteurs de l'entreprise. Alors, on a beaucoup de soutien, en fait, hein, parce qu'il faut savoir que le monde de la finance évolue vers la finance durable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises. J'avais une intervention avec un client hier qui s'engage dans l'approche environnementale parce que ils ont une subvention de la BPI et que pour avoir la subvention de la BPI, ils ont besoin de démontrer une approche environnementale. Et au début, c'était uniquement pour avoir la subvention. Et puis, au fur et à mesure, cette approche, elle s'impose d'elle-même parce qu'elle prend du sens. Et la maturité de l'entreprise grandit. Je donnerai un autre exemple d'une entreprise qui voulait s'engager dans le régénératif, qui n'a pas forcément la maturité, je peux pas donner de nom hein, sur des clients, mais et qui, tout d'un coup, parce qu'ils ont besoin de faire un emprunt bancaire et parce que les taux de cet emprunt bancaire vont être différents s'ils ont un bilan carbone, tout d'un coup s'accélère et lance son bilan Oui, mais carbone qu'il tardait à lancer. pardon de vous couper, Stéphane. Oui, Là, on est sur, des trucs qu'on dit depuis longtemps aux entreprises et qui sont avérés. On sait que, les taux d'assurance sont différents s'il y a des trajectoires environnementales qui sont faites. On sait qu'effectivement sur les prêts bancaires, il y a certaines banques qui ont mis en place des indicateurs climat et qui permettent aussi d'avoir s'il y a des mesures dans les politiques et les stratégies d'entreprise sur l'environnement, sur le carbone ou sur l'adaptation, des possibilités d'avoir des taux aussi réduits. mmh, Mais là, on n'est pas régénératif là. oui, c'est ce que j'ai en train de dire. Heu, Pour arriver au régénératif, il faut d'abord atteindre ce degré de maturité. d'accord. Voilà, Mmh, ça c'est une étape. ouais. C'est-à-dire que c'est la première étape pour montrer qu'il y a un retour sur investissement. Et quand on se lance sur cette route, donc je donne l'exemple par exemple de cette histoire de bilan carbone là, quand on se lance sur cette route et qu'on commence à faire par exemple de la collecte d'informations, ça remet en question un certain nombre de choses. Et là, ça amène à dialoguer au sein de l'entreprise avec les différentes parties prenantes et à engager une réflexion. Cette réflexion, elle prend du temps, hein. Et la maturité, en tant qu'humain, on sait que la maturité, on l'acquiert pas tout de suite.
immédiatement. Donc il y a un certain nombre de leviers qui se mettent en place, un certain nombre de discussions qui se mettent en place, et toujours, en fonction des acteurs, se pose la question du retour sur investissement. Donc là, il y a plusieurs types de retour sur investissement, hein. Il y a par exemple la visibilité au sein de l'entreprise. Si le COMEX prend en compte cette question du régénératif et l'aborde dans ses réunions, les acteurs du régénératif vont être mis en valeur. Si le COMEX ne s'en préoccupe pas du tout et que ça ne remonte jamais jusqu'à eux, qui va s'en soucier dans l'entreprise? Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place progressivement et qui vont permettre à l'entreprise de gagner en maturité. Donc on a des témoignages maintenant de nombreuses entreprises qui ont mis ça en route. Et puis derrière, il y a aussi des questions économiques, hein. On va être confronté à des questions d'épuisement de ressources, Ah oui, non, mais des ressources. ça, c'est le discours, j'ai envie de dire. Moi, j'accompagne des entreprises, donc on sait très bien, on connaît le discours qu'on leur donne sur l'intérêt pour elles de effectivement s'occuper de leurs émissions de CO2, de s'occuper de leurs impacts environnementaux, de s'occuper de la préservation des ressources et de la disponibilité des ressources au même coût pour elles demain, quelque chose qu'elles n'auront pas. Donc tout ça, ok. Ma question, elle était plus après sur, parce que je vais devoir vous quitter dans 3 minutes, mais c'était savoir, parce que vous êtes aussi dans l'accompagnement d'entreprises qui se questionnent, Ouais. et d'entreprises qu'on souhaiterait aussi emmener, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore bougé sur ces lignes-là. Ouais. Vous parlez, et je vous rejoins, hein, la maturité des entreprises, elle n'est pas égale, et surtout, elle est proche du niveau -12 quand même sur Oui, beaucoup de sujets. ça dépend des Hein. entreprises, mais oui, Jean-Marc. Et Ouais, ouais. j'ai témoigné, s'il n'y en a que 3 minutes, en fait. Déjà, je suis d'abord et avant tout chef d'entreprise, et je fais de l'innovation, d'accord? En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités d'innover et il y a besoin d'innover. Il y a aussi besoin de faire beaucoup de recherche. Donc, il y a vraiment des activités nouvelles à développer. Et pour les entreprises, en fait, en France, aujourd'hui, il y a des approches collectives qui sont extrêmement utiles pour les dirigeants et leurs équipes. Je vais prendre l'exemple de la CEC, hein, qui est quand même un mouvement collectif remarquable avec des parcours régionaux. Et donc, en fait, pouvoir embarquer en tant qu'entreprise et ne pas être seul. Et pouvoir derrière, Stéphane appelle vraiment le fait de multiplier les partenariats et les accompagnements. Et en fait, au travers de la CEC, il y a une dynamique Alors, je qui... compléterai, si vous voulez bien, Jean-Marc. Moi, je fais énormément d'accompagnement collectif au travers d'appels à projets de l'ADEME sur ACT. C'est Ouais. aussi la même mouvance, c'est-à-dire d'y aller ensemble avec cette notion territoriale pour tisser plus de liens et aborder effectivement la pérennité et la résilience du territoire avec une responsabilité d'acteur économique dessus. Donc là-dessus, Voilà. je suis assez alignée avec ce que vous dites sur l'idée d'y aller en collectif et qu'il y a des dispositifs qui existent. J'ai juste peur parfois qu'on s'adresse un peu toujours aux mêmes et c'est les voilà. Et du coup, ma question, puisque je dois, comme je vous disais, vous quitter, c'était de savoir comment vous êtes aujourd'hui par rapport à cette conscience qu'on a de dire on n'est pas au niveau, on n'y est pas encore, la maturité des entreprises n'est pas suffisante pour passer au stade réellement d'une visée régénérative, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses à faire sur, on va dire, la base de l'engagement environnemental. Comment vous vous situez sur une échelle de temps? Est-ce que il faut être plus radicaux sur le sujet auprès des entreprises parce qu'on n'a plus le temps, ou est-ce que on continue, je caricature, de les accompagner sur oui, il faut se sensibiliser, oui, on va porter le sujet au CODIR, oui, voilà. Moi, c'était plus votre sentiment d'action pour voir un peu où je me situais aussi, parce que je piétine beaucoup comment dire, parce que j'aimerais bien que ça aille plus vite, quoi, en Bien fait. sûr. Et la radicalité est dangereuse, hein. On l'a vu avec la mise en place du pacte vert au niveau européen, hein, qui était Mm. quand même assez radical avec les exigences de double matérialité sur la CSRD. En tant que personne engagée dans l'environnement, on en comprend la nécessité, mais on a aussi vu combien ça a pu provoquer de levée de boucliers. Donc, cette question de la maturité, elle est vraiment essentielle. Enfin, la Les acteurs CSRD, économiques, on est oui, d'accord quand même que la CSRD, ça a été détricoté essentiellement par 5-6 grosses entreprises.
Oui, oui, tout à fait, qui Donc ont fait du lobbying pour le voilà, détricoter. Et de hein. toute Donc la façon, il y aura radicalité, elle a toujours, fait peur ouais, qu'à ouais, moitié. il y aura toujours cet effet de balancier ou cette poussée d'Archimède, hein, quand on pousse dans un Ouais. sens ou d'un autre. Donc la radicalité, elle peut être dangereuse, à ce titre, parce qu'elle va menacer les intérêts de certains. Par contre, Mmh. est importante. Ouais. Et ce que je rajouterais, en fait, c'est l'opportunité, hein. Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités, d'agir de différentes manières, y compris via les réseaux sociaux, y compris via enfin, il y a vraiment de multiples, types d'actions, qui permettent, donc d'être présent aujourd'hui, d'être responsable dès aujourd'hui et qui vont changer le cours des choses. Donc Mmh mh. donc c'est pour ça que, l'opportunité d'exprimer sa responsabilité, elle est sur la table. Et pour moi, il faut faciliter cette prise de conscience et quelque part, il faut y aller, quoi. Et valoriser les entreprises qui le font. C'est ceux qui y vont et qui vont tracer la route et démontrer, qu'on peut y gagner, qui vont emporter les autres, hein. Quels que soient les changements qui se passent dans la société, il y a quelques innovateurs qui sont les premiers à se lancer Mmh. et qui en récoltent les fruits, hein, Ouais, ou les pots cassés. Ils récoltent les fruits et derrière, il y a des suiveurs et après il y a tout le reste qui s'engage. ouais. Mmh. Et là, c'est évident que c'est un terrain, qui est difficile. Mais on a, les circonstances géopolitiques, les circonstances planétaires, les circonstances Ouais, je sais. climatiques, les circonstances d'épuisement des ressources, qui poussent également, hein, qui poussent Ouais. puisqu'elles sont de plus en plus manifestes, hein. Rappelons-nous que l'année prochaine, ça sera la première année où on produira pas assez de cuivre pour les besoins de la planète. Ce sera la première année où un métal dont on a vraiment besoin pour énormément d'activités ne sera pas produit en conditions suffisantes, où donc le recyclage et le réemploi deviendront absolument nécessaires. Mmh. Mmh. Ce qui était considéré comme du nice to have devient essentiel. Mmh. Mmh. Ça va provoquer des changements de société, hein. Ouais. Ceux qui seront prêts, Donc faut attendre, auront voilà, déjà en avance. Non, il y non, aura non, effectivement ceux qui faut seront faut pas préparés, attendre. puis les autres qui vont se prendre le mur, Non, faut montrer C'est au mais Aude, si tu es intéressé, on peut vraiment prolonger la discussion. Aujourd'hui, il y a des possibilités de produits et services qui sont immédiatement activables, aujourd'hui, demain, et qui permettent en fait aux entreprises d'avoir accès à des offres, c'est qui ça, c'est un peu ça que je venais chercher, c'était puisque ouais, le titre, il ouais, y avait le concret dedans, c'était un Mmh, peu ça que je ouais, venais chercher, mais oui. je serais ouais, ravie de poursuivre, ouais, effectivement, ouais. de manière ad hoc, les échanges et si vous avez, la possibilité effectivement de m'informer sur, les voies possibles, concrètes pour une entreprise dès demain, peut-être même par des petites actions, je suppose que ça pourrait venir enrichir les propositions aussi que je peux leur faire pour mmh. avancer sur ce sujet-là. Ouais, Je suis ouais. navrée de devoir, vous Oui, Mais abandonner. Je merci, suis un merci peu en d'être retard venu, d'ailleurs. merci d'être oui, venu Merci. Merci en merci tout cas beaucoup de de votre et et d'avoir et participé aussi et activement à si la discussion.